Depuis que l'humanité a gravé ses premières cartes dans la pierre, jusqu'aux données en temps réel des satellites géostationnaires, notre manière de représenter le territoire reflète notre perception du monde. Pensez-vous que les perturbations dont nous sommes responsables sur la planète sont causées par notre volonté délibérée de détruire le monde ? Je ne crois pas. Je crois que le problème est en fait plus profond. Lorsque nous agissons, nous ne regardons pas ce qui nous entoure. Notre vision du monde est en fait déterminée par notre culture, par notre éducation, mais également par les technologies que nous utilisons. Et notre perception du territoire est modelée à la fois par nos croyances et par les cartes que nous dessinons. Prenons par exemple cette carte révolutionnaire qui a changé l'histoire de la façon dont nous représentons le monde. C'est une carte qui a été dessinée par le cartographe allemand Waldseemüller et qui représente, c'est la toute première à avoir représenté un nouveau continent, l'Amérique. Elle lui a d'ailleurs donné son nom, en 1508. Mais comme vous le voyez, cette carte n'est pas exacte, elle est imprécise. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les cartes sont des fictions et que pourtant, elles modèlent notre vision du monde. Plus récemment, nous avons développé une autre vision du monde, celle d'une planète bleue sur laquelle nous vivons tous. Ce que vous voyez ici, c'est la toute dernière photographie qui a été prise par la NASA de la face éclairée de la Terre. Elle date de 2014. Mais la toute première photographie est très récente. Elle ne date que de 1972, un cliché historique qu'on appelle Blue Marble. Aujourd'hui, en 2023, la plupart des êtres humains sur Terre ne se représentent pas le monde de cette manière. Ils se la représentent comme un intérieur cerné par un extérieur. 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Pour eux, au-delà de leurs frontières, le monde paraît immense, infini, illimité. En anthropologie, on parle du volume géographique mental pour définir cette quantité d'espace physique qu'on se représente. En l'espace de 30 ans, notre génération est la première de l'humanité à avoir connu un bouleversement de notre volume géographique mental sous l'effet des nouveaux médias numériques et des nouvelles mobilités. Voyons-nous mieux le monde pour autant ? Il y a 18 mois, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux des cartes, des infographies, des photographies pour justement questionner notre représentation des territoires. J'ai voulu combiner la géographie avec les sciences de la vie et questionner notre relation aux technologies. En fait, j'ai ressuscité une discipline ancienne qu'on appelait il y a des siècles la cosmographie, c'est-à-dire la science ou l'art de la représentation du monde. Eh bien, je crois que la cosmographie possède un pouvoir, le pouvoir de changer notre vision du monde. Mais il faut apprendre à l'exercer pour pouvoir entrer dans un nouvel âge. Alors, me direz-vous, pourquoi faudrait-il qu'on change notre vision du monde ? Je crois que vous connaissez la réponse à cette question. Prenons par exemple la plus grande usine d'acier jamais créée par l'humanité. C'est une usine qui se trouve en Corée du Sud. Cette usine produit, pour créer des voitures, des réfrigérateurs, 40 millions de tonnes d'acier et a besoin de près du double dans nos sous-sols, en minerais et en matières premières. Autrefois, nous pouvions dire « nous sommes bien peu de choses, nous autres humains, et on l'entend encore. » Eh bien, je crois que ce temps est révolu. Ce n'est plus possible, car nous sommes en train de transformer notre territoire. Prenons par exemple une cité comme une autre. Nous couvrons le monde d'asphalte et de béton. Depuis 2020, pour la première fois, la quantité totale de construction, d'immeubles, de routes, de ponts, d'asphalte a dépassé l'ensemble de la biomasse sur Terre. Et dans 30 ans, il pourrait y avoir 3 fois plus de béton que de vivants sur notre planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut changer notre regard. Parce qu'en plus, un autre basculement est en train d'avoir lieu en ce moment. L'impact des nouveaux médias numériques est en train de transformer la façon dont nous regardons nos territoires. Et nous sommes sous la menace d'un autre aveuglement qui est lié à un trop-plein d'informations, ce qu'on peut appeler une obésité cognitive. Comment est-ce que nous faisons le tri entre les informations que nous collectons dans le territoire ? Comment le regardons-nous ? Et cette transformation, ce nouvel aveuglement qui nous menace, porte aussi en lui le germe d'une nouvelle conscience. Et les organisations, les entreprises sont en train de se dire aujourd'hui comment pouvons-nous orienter ces nouveaux moyens pour mieux comprendre notre impact et pour créer de nouveaux systèmes d'indicateurs, une nouvelle perception de la valeur, de nouveaux systèmes de croyances. Pour ce faire, ils font appel parfois à des sagesses anciennes.
Par exemple, deux cultures sont considérées comme des sources d'inspiration, parce qu'ils se représentent le monde non comme un espace à exploiter, mais plutôt comme un être vivant qu'il s'agit de soigner. Par exemple, les Bishnoi vivent à l'ouest de l'Inde, dans un désert aride. Pour eux, la présence des animaux et surtout des arbres est vitale. Ils se représentent chaque arbre comme leurs propres enfants. De l'autre côté du monde, les Kogi vivent dans les montagnes colombiennes. Ils se représentent le monde comme un être vivant dont chaque être humain doit prendre soin. Alors évidemment, il ne s'agit pas de devenir tous des Kogi ou des Bishnoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en ce moment à un point de bascule, un moment de transformation de notre vision du monde. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-il possible de transformer cette perception ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité. On appelle ces moments des révolutions cosmologiques. La plupart des peuples et des cultures gardent le souvenir de ces moments où la vision du monde de l'humanité a basculé. Prenons le plus connu chez nous, le récit du Jardin d'Éden. Ce récit millénaire raconte ce moment où, en croquant dans la pomme de l'arbre de la connaissance, notre représentation du territoire a basculé. On peut schématiquement représenter l'histoire de l'humanité selon 3 grandes périodes cosmologiques. La première, pendant 5 à 6 millions d'années, correspond au moment où l'humanité vivait dans un territoire qui le dominait. Le monde était surtout effrayant et il s'agissait de négocier avec les puissances qui représentaient le territoire. Puis il y a environ 60 ou 70 000 ans, chez une espèce qu'on appelle Homo sapiens, eut lieu une révolution qu'on appelle la révolution cognitive. Cette révolution, c'est l'invention du langage complexe, une arme qui a permis à Homo sapiens de déployer de nouvelles formes de collaboration et de conquérir la planète entière. L'humain était devenu le premier prédateur de la Terre. Le monde était alors perçu comme un territoire à explorer, un territoire à conquérir. Mais il y a 12 000 ans, plus près de nous, une autre révolution a eu lieu, peut-être plus profonde encore, qu'on appelle la révolution néolithique. Ça s'est produit là, dans l'un des plus anciens temples qu'on a jamais découvert. Ce temple, qui s'appelle Göbekli Tepe, dans le sud de la Turquie, est le lieu de la révolution néolithique. Le mode de vie des humains est passé de celui de chasseurs-cueilleurs à celui d'agriculture sédentaire. Imaginez comme la représentation du territoire a dû être transformée. Posséder la terre, produire de la nourriture, accumuler des objets. Voilà l'état d'esprit du néolithique qui est né à cette époque il y a 12 000 ans. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes toujours dans l'état d'esprit du néolithique. Même des milliers d'années après, même dans les plus beaux épisodes de l'histoire des idées, comme la Renaissance européenne ou les Lumières, nous étions toujours guidés par cet état d'esprit du néolithique. Prenons par exemple cette phrase de Francis Bacon. « La nature est une femme publique. Nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs. » Francis Bacon était un des plus grands promoteurs de la science à la Renaissance, considéré comme l'un des pères de l'humanisme. Plus près de nous, en France, au XIXe siècle, Jean-Baptiste Say, le père de l'économie politique moderne, déclare en 1828 « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant ni être multipliées, ni être épuisées, elles ne seront pas l'objet des sciences économiques. » Voilà exactement l'état d'esprit du néolithique dont je parle, la perception d'un territoire illimité à exploiter. Alors, comment, à partir de là, peut-on changer notre regard ? Comment peut-on passer d'un monde où l'on se représente le territoire comme illimité et à exploiter à un monde fragile et limité dont il faut prendre soin ? Ce que je peux vous proposer, c'est 3 principes que j'ai appelés les principes de la cosmographie. Le premier concerne la façon dont nous manipulons l'information et la connaissance, la façon dont nous collectons, nous traitons et nous diffusons les informations. Eh bien, il s'agit de travailler ce sujet. Le monde n'est pas vu parce qu'il est visible, il est visible parce qu'il est vu. Et cela signifie que nous devons réapprendre à articuler la science et l'action. Deuxième principe, il concerne nos imaginaires, nos croyances. Car le véritable carburant de nos croyances, c'est la fiction. Ce sont les histoires que nous racontons. Il ne suffit pas de voir le monde pour le croire, il faut aussi le croire pour le voir. Et cela signifie que nous avons un besoin urgent de raconter de nouvelles histoires et je suis très heureux d'être ici à Cannes pour le dire. Et enfin, troisième principe, celui
qui concerne notre expérience physique et sensorielle du monde, la façon dont nous le ressentons, car nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous le ressentons. Nos sociétés modernes nous coupent de plus en plus de nos propres sens, de la lumière, du vent et de la pluie. Un peu de pluie sur le visage peut nous réveiller au monde. Alors voilà les 3 principes qu'on peut utiliser concrètement au niveau individuel, mais aussi dans les organisations que j'accompagne. Bâtir une nouvelle cosmographie. Et d'ailleurs, il existe un langage très ancien, un outil très puissant qui peut, à la croisée justement de ces 3 principes, qui peut nous permettre d'accélérer la naissance d'une nouvelle cosmographie, ce sont les cartes. La carte, c'est justement la rencontre entre un système d'information, des données, une fiction et une sensation. Elles peuvent provoquer de l'émerveillement. Prenons par exemple cette carte de Sean Conway, qui est une représentation en orthométrie du continent sud-américain. On voit en profondeur la plus grande chaîne du monde, la plus longue, les Andes, et le bassin hydrographique dont toute la Terre dépend, le plus grand fleuve et la plus grande forêt de la planète, l'Amazonie. Mais une carte, ça peut aussi nous désorienter, nous réorienter, nous faire voir le monde autrement. Prenons par exemple cette carte de la Méditerranée, produite par l'artiste Sabine Rétoré. Eh bien, cette carte provoque, chez ceux qui la voient, un nouveau regard, une nouvelle façon de voir ce bassin que nous connaissons tous, la Méditerranée. Et une carte, ça peut aussi être très utile, ça peut nous aider à décider, à prendre des décisions. Par exemple, cette carte est une représentation sous forme de nuages de points qui est proposée par l'IGN, c'est la ville de Périgueux. Eh bien, la France est en train, à l'horizon 2027, de modéliser l'intégralité de son territoire grâce à une technologie de LiDAR HD. Nous sommes le premier et le seul pays du monde à opérer cette représentation. Ces données seront en open source et accessibles à chaque individu ou chaque organisation qui veut mieux comprendre les interactions et mieux comprendre le territoire. Malheureusement, la carte, comme tous les grands pouvoirs, peut aussi être détournée. Elle peut nous induire en erreur. Vous avez ici la représentation d'une carte que vous connaissez sans doute tous, la Terre plate, avec un mouvement qui est en train de grandir dans le monde entier qui s'appelle le platisme. Alors ça peut nous faire sourire si on n'est pas adepte de cette représentation, mais aux États-Unis, on compte plus de 25 millions de personnes. Et en France, entre 8 à 10% des Français déclarent adhérer à cette représentation. Pour moi, c'est le symptôme de ce dont je parle, la transformation de notre cosmographie. Nous sommes en ce moment dans un moment de basculement. Alors bien sûr, derrière cette représentation, il y a une guerre de l'information, il y a une guerre des imaginaires, il y a peut-être des sujets psychologiques, en tout cas, il y a une question de confiance. Moi, ce que je propose dans cette tempête, c'est d'utiliser la cosmographie comme un nouveau cap. Sortir du néolithique, se mettre à regarder le monde autrement. Et pour accomplir cette transformation, nous avons besoin des artistes, nous avons besoin des scientifiques, des cartographes, des entrepreneurs, tel un nouveau courant. Non pas voir plus, non pas voir loin, mais voir mieux. Avec ce qui nous arrive dans les prochaines années, nous avons un besoin vital, car la métamorphose a déjà commencé, de développer une nouvelle conscience du monde. Je vous remercie.